Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième webinaire et dernier webinaire des semaines interprofessionnelles. Aujourd'hui, webinaire qui traitera la prévention des chutes. On aura plusieurs interventions de divers professionnels. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec la première intervention, celle de l'APTA 78. Si vous avez des questions durant les présentations, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra tout à la fin. Voilà. Déborah, Thierry, je vous laisse débuter votre présentation, partager votre support et je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Thierry Guillot. Donc, je suis moi kinésithérapeute, diplômé depuis 30 ans et depuis 15 ans, je ne m'occupe que de problèmes de vertige, rééducation vestibulaire, troubles de l'équilibre et en l'occurrence chute de la personne âgée. Bonjour, Déborah Fissac, infirmière de formation et je suis directrice d'une association qui s'appelle l'APTA 78 avec qui on a pu monter ce projet qui vient en appui aux professionnels de santé dans les Yvelines, notamment dans la mise en place de parcours de patients pour favoriser l'accès aux soins et pour prévenir du coup les différentes actions. On travaille également en lien avec du coup les différentes CPTS du département pour ceci. Donc, on va vous présenter du coup un projet qu'on a mené avec des professionnels du territoire et notamment des kinés sur le dépistage de la chute, avant la première chute, donc apprendre à ne pas tomber plutôt qu'à se relever. Donc, comme on le sait tous, la chute, c'est un enjeu majeur de santé publique puisque l'HAS nous montre chaque année qu'un tiers des plus de 65 ans est victime de chute, alors plus ou moins grave. Mais que ça va entraîner progressivement une altération progressive de l'état de santé et de l'état fonctionnel de la personne, avec un risque de rechuter lorsqu'il y a une première chute qui s'élève à 70%. Donc là, on s'est réunis du coup avec les professionnels de santé, donc médecins, kinés et autres, et on s'est dit peut-être qu'il faudrait attaquer le problème en amont, avant que la première chute ait lieu. Et les kinés qui étaient sur le territoire nous ont démontré qu'on pouvait réaliser en fait des tests complets d'équilibre en amont avec des dépistages. Donc, c'est des kinés qui sont spécialisés dans les troubles de l'équilibre vestibulaire. Donc, il vous parlera un petit peu de ce que c'est juste après. Et donc on a 3 kinés dans les Yvelines qui sont équipés de plateformes de posturographie multitest équilibre. Donc voilà, ça permettait en fait d'éviter les situations d'errance médicale. Souvent, en fait, ces kinés voyaient que ces patients pouvaient errer pendant 6 mois, 1 an, alors qu'il y avait des choses qui étaient très simples à faire et qui pouvaient éviter que ces patients chutent. Et ensuite, voilà, vraiment, une fois qu'on avait ces recommandations, pouvoir orienter ces patients le plus tôt possible vers le bon professionnel. Donc, remettre le patient dans le bon parcours le plus tôt possible. Donc, ce projet, c'est décrit comme ceci. Donc, c'est le processus. Dans un premier temps, c'était repérer ces personnes à risque de chuter. Donc, il y a des choses qui sont assez simples. Il vous en parlera Thierry juste après. Mais des personnes qui vont avoir de plus en plus de difficultés à sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de chuter, qui vont s'isoler. Donc là, on avait ciblé dans un premier temps les médecins généralistes et les infirmières qui pouvaient nous orienter ces patients, puisque nous avions comme contrainte qu'il nous fallait une prescription médicale pour pouvoir orienter ces patients sur ce dispositif. Ensuite, le test se passait en 2 étapes. Une première étape qui était organisée avec des étudiants en kiné, puisque je vous ai pas dit, mais sur l'APTA 78, on a un rôle d'attractivité territoriale et on essaye au maximum d'intégrer les étudiants en santé pour qu'ils puissent en fait se rendre compte de la dynamique du territoire. Donc, un premier test qui était réalisé au plus près d'eux. Donc là, on se déplaçait dans les CPTS qui étaient partenaires du projet pour faire un premier test qui durait entre une demi-heure et 1 heure avec différents questionnaires et autres. Il va vous expliquer juste après ce qu'il y avait dans ces dispositifs. Et une deuxième étape qui consistait à passer le patient sur une plateforme du coup multitest équilibre afin de finaliser en fait le test complet. Suite à ce bilan complet, il y avait des recommandations qui étaient faites, qui sont faites par le kiné, et du coup, tout est renvoyé au médecin traitant adresseur. Et suite à ça,
pour pas laisser ces recommandations sur un bout de papier, une feuille, comme on peut voir régulièrement. C'était pouvoir proposer au médecin, soit lui, d'orienter ses patients vers son réseau, ou soit pouvoir, nous, l'association APTA 78, se charger de trouver des professionnels de santé et pouvoir vraiment que le patient soit orienté directement, ne pas laisser ses recommandations comme ça. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus de la spécificité de cette pathologie, enfin, si on peut dire cette pathologie. On sait très bien que chez la personne âgée, on a 3 entrées sensorielles, comme chez tout le monde, hein, la vue, tout ce qui est appui au sol, qu'on qualifie de somesthésie, et le système vestibulaire. Ces 3 entrées sensorielles, donc, assurent cette fonction d'équilibration. Et avec l'âge, forcément, on va avoir une vision qui va être légèrement dégradée, voire bien dégradée. On a un vieillissement du système vestibulaire qu'on appelle la presbyvestibulie, et enfin tout ce qui est somesthésie, proprioception, qui effectivement, avec toutes les affections neurologiques, rhumatologiques et orthopédiques, risque d'être un peu embêté. Là-dessus, on rajoute de toute façon le système nerveux central qui, aussi avec l'âge, va avoir tendance à être un peu moins efficient. Et donc, le risque, c'est justement que avec tous ces systèmes un peu dégradés, le patient risque la chute assez fréquemment. Alors, comme l'a dit Déborah, effectivement, la consultation de la chute, c'est un des premiers. Hein. Je crois que sur les Yvelines, on est à 51 000 appels tous les ans suite à des chutes des plus de 65 ans. Donc, il était temps de s'en occuper. Et dans ce bilan, donc, l'idée était d'aller tester vraiment toutes les instabilités, qu'elles soient proprioceptives, orthopédiques, vestibulaires, extrapyramidales, cérébelleuses. Donc, l'idée était d'avoir une cartographie, je dirais, complète du patient par rapport à cette fonction d'équilibre. Et de pouvoir justement faire du tout en un, c'est-à-dire qu'on testait vraiment l'ensemble de manière à ce que, une fois que le médecin avait le retour, il avait un bilan complet, ce qui lui évitait de partir un peu dans tous les sens pour essayer le but du jeu était de faire gagner du temps médical au médecin et surtout du temps au patient. Alors, l'intérêt, donc, comme je disais, c'était l'état des lieux. On pouvait ensuite envoyer le patient donc, dans un parcours de soins et en s'appuyant justement sur les professionnels des différents territoires que représentaient les CPTS, de manière à ce que le patient soit pris en charge, si possible, au plus près de chez lui, voire fonctionner en inter-CPTS pour arriver à avoir justement ce système. Hein. La première partie, donc, s'est faite en partenariat avec un IFMK, où les étudiants venaient sur place. Alors, ils étaient encadrés donc par les kinés diplômés, hein, bien sûr. Et le but pour eux était de faire tout l'examen clinique et de faire tous les tests qui pouvaient exister, que eux ont besoin, enfin pour lesquels ils ont besoin de pratiquer régulièrement. Donc pour eux, c'était un apprentissage et ça rendait énormément service aux patients qui avaient ce bilan complet. Donc, comme vous pouvez le voir, là je l'ai listé, on avait un examen de la posture assis debout, tout le contrôle de la mobilité des membres inférieurs du rachis, l'évaluation de la force, la sensibilité profonde des membres inférieurs, tout ce qui était risque, donc en l'occurrence les drapeaux rouges, avec le contrôle de l'oculomotricité. Alors, non quantitative, hein, le but du jeu, c'était pas de prendre le travail des orthoptistes, mais d'avoir une petite idée et de se dire, là, il serait peut-être intéressant que le patient voit des orthoptistes, les tests crâniens, les territoires cutanés. On avait aussi tout ce qui était proprioception, l'équilibre, tous les tests différents pour sur sol dur, sol instable, donc par des biais de tapis de mousse, les différentes ataxies, toutes les limites de stabilité et enfin tout ce qui était analyse de marche de façon à vraiment voir à quel moment le patient pouvait ressentir cette difficulté à se tenir en équilibre ou à se mouvoir. Une fois que ce test était fait, cette synthèse, on essayait de voir si on retrouvait des signes cliniques et un peu plus quantifiés, de manière à savoir quel poids quelle entrée sensorielle pouvait poser difficulté ou avait trop de poids dans cette fonction. Donc pour cela, on effectuait une posturographie où on testait le patient
en statique et en dynamique, yeux ouverts, yeux fermés, et avec aussi également une perturbation visuelle, puisqu'on s'est rendu compte que le patient âgé avait tendance à reposer toute sa notion d'équilibre sur le système visuel, qui lui en plus n'est pas super performant. Une fois qu'on avait ça, on arrivait à le quantifier, et par la suite, l'idée était vraiment d'arriver à voir sur quelle fréquence d'oscillation ce patient posait problème. L'autre partie sur laquelle on recevait les patients, c'était donc un examen, une vidéonystagmoscopie, puisqu'on s'est rendu compte que dans de nombreux cas, on avait des troubles d'origine vestibulaire, le fameux VPPB, hein, les fameux cristaux qui avaient tendance à bouger au sein de cette oreille interne. Et le souci qu'on a chez la personne âgée, c'est qu'avec le vieillissement de son oreille interne, le patient ne s'en rend pas compte lui-même. Il n'a pas cette sensation de tout ce que peuvent décrire les autres patients atteints de cette pathologie, où on a la pièce qui tourne, des choses comme ça. Ils ont juste ce côté instabilité avec des pertes d'équilibre assez brutales. Et on s'est rendu compte, par le biais de l'Institut gériatrique britannique, que eux, depuis quelques années, testaient systématiquement le VPPB chez les patients les plus âgés, qu'ils aient des troubles de l'équilibre ou non, de façon à pouvoir cerner le problème. Donc, une fois qu'on avait tout ça, on avait un examen, donc je dirais complet du patient. Et donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir donner des préconisations par rapport au médecin. Alors, dans certains cas, effectivement, le patient avait besoin plus de rééducation vestibulaire, mais dans de nombreux cas, on a réorienté vers des orthopédistes, vers des neurologues, des orthoptistes, de la rééducation fonctionnelle, le podologue, parce que quand on examinait les pieds, on se rendait compte qu'il y avait quand même des choses à faire là-dessus, et de manière à vraiment à ce que le patient ne perde pas de temps. Alors, on a eu un partenariat justement qui s'est fait avec la CPAM du 78 à titre expérimental, et pour cela justement, on a réussi à avoir une codification, si on peut dire spécifique, où on nous a autorisé d'accumuler tous les bilans qui existent dans notre NGAP de façon à en faire un bilan complet. Donc, ce qui voulait dire qu'en plus, l'intérêt, c'est qu'après, on intéresse d'autres kinésithérapeutes à aller vers ce type de bilan. Voilà. L'autre partenariat qu'on avait aussi également, c'était une aide de l'ARS, de la délégation départementale du 78, qui justement nous a permis d'avoir un secrétariat qui nous permettait de prendre les rendez-vous, d'envoyer à la fois par les messageries sécurisées le bilan aux médecins et également sous forme papier aux patients, puisqu'il est important quand même que le patient ait son propre bilan en cas de changement de médecin ou autre, ou pour les diverses consultations. Voilà, les résultats de l'expérimentation. Donc, c'est une expérimentation qu'on a menée pour 6 mois, entre janvier et juin, de cette année. Donc, on a eu 51 patients orientés. Donc, des professionnels se sont emparés rapidement de ce dispositif, plutôt femmes que des hommes, avec un âge moyen de 84 ans. Donc, on était vraiment dans notre cible. On l'a pas forcément dit, mais voilà, on avait ciblé les plus de 70 ans. Et sur ces 51 patients, 33 ont intégré le dispositif. Alors, c'était des motifs divers, mais surtout de refus du patient. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y en a 6, par exemple, qui ne se sentaient pas prêts à intégrer ce dispositif ou qui n'étaient pas intéressés, ou bien qui n'ont pas répondu à nos sollicitations, voilà, qui ne se sentaient pas prêts du tout. Donc, on vous a mis là les sessions, on a organisé 4 sessions. Donc, on était un peu contraint par la place des plateformes dans le département. Donc, je vous ai mis, il y en avait une là sur Vernouillet et 2 sur Montcenis-Bretonneux. Donc, on a visé dans un premier temps des CPTS qui étaient proches de ces plateformes, puisque il y avait 2 étapes. Donc, première étape sur la CPTS et ensuite la deuxième au niveau de la plateforme. Donc, 4 sessions organisées. 31 professionnels qui nous ont adressés, donc 25 généralistes, 2 médecins spécialistes, une infirmière, et on a eu 3 orientations par des kinés, avec des motifs d'orientation qui étaient divers, et surtout peur de chuter et une sensation d'instabilité qui revenait le plus souvent. Donc, voilà, il vous parlait justement des orientations post-examen.
Donc voilà, on vous a fait un petit résumé des différentes orientations qui ont concerné vraiment un panel élargi de professionnels de santé. Et en l'occurrence, dans cette liste, si vous regardez bien, on a aussi l'activité physique adaptée, puisqu'on Mm. se rend compte que le patient âgé a un manque de mobilité certain, n'ose plus bouger, et là, c'était pour les redynamiser. Et effectivement, les gens ont adhéré pas mal à ce type de sport sur ordonnance, en quelque sorte. On a fait du coup un bilan, une évaluation qualitative aussi également. Donc au niveau des patients, on était très satisfaits de l'accueil, de la prise en charge. Ils ont vraiment apprécié le contact avec les étudiants. Ça leur a fait vraiment du bien de voir des jeunes se mobiliser pour les personnes âgées. Et eux, ils ont juste l'axe d'amélioration, mais on s'en doutait un petit peu, c'était au niveau logistique, de lieu et de date. Ça pouvait être compliqué pour eux d'organiser ça. Parce que souvent, c'était des aidants qui les accompagnaient et du coup, il fallait que les aidants soient disponibles à ce moment-là. Au niveau des professionnels, du coup, qui nous orientaient ces patients, ils ont trouvé ça, que c'était une initiative qui est très pertinente. Bilan de la qualité, le bilan était de qualité et exhaustif. L'équipe était très réactive et bon suivi après les sessions. Et ils appréciaient de pouvoir déléguer la recherche de professionnels suite au bilan. C'est ce qu'ils nous disaient, hein, c'était compliqué pour eux, c'est très chronophage pour eux d'organiser le suivi et c'est pour ça souvent que ça peut traîner un petit peu. Et ben, du coup, l'axe d'amélioration identifié, mais ça, on l'avait également identifié au début, on avait essayé de travailler avec la CEPAM, c'était que l'ordonnance était un petit peu complexe. Alors maintenant, sur les Yvelines, on a l'avantage d'avoir l'accès direct, hein, donc Ouais. sans prescription préalable. Donc, ce qui fait que pour la suite du projet, là, par contre, on va Mm. gagner du temps et on va régler ce problème de C'est ça. complexité. C'est un Voilà. frein qui va sauter pour nous. Voilà, donc merci pour votre attention et nous, on continue à faire avancer ce projet. Et ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, ce type de projet se développe un peu partout, sur tous les départements, puisqu'il y a moyen de faire des choses par le biais des CPTS. Oui, merci beaucoup, merci Thierry, merci Déborah pour cette intervention. On va maintenant pouvoir accueillir la prochaine intervention qui est celle de Léa, qui est orthoptiste. Bonjour, donc effectivement, moi je suis donc orthoptiste et je vais essayer de vous démontrer, de vous faire comprendre le lien et les bénéfices d'une prise en charge orthoptique dans les troubles visuels et les chutes, hein, notamment les chutes entraînées par les troubles visuels. Donc il y a beaucoup de pots qui vont conforter ce que notre collègue a dit précédemment, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Les informations par le visuel, puisque la vision transmet des informations intérieures au cerveau pour qu'il puisse maintenir les vies. Nous permet la vision permet de déterminer l'orientation spatiale, tout ce qui va être la détection des obstacles, la façon posturale, la coordination de mouvement, et permettre à la personne aussi d'avoir une mobilité sécurisée pour avoir des interactions essentielles avec l'environnement et une locomotion sans risque. Donc, il y a trois facteurs principaux de risque de chute la personne âgée. Et je vais donc vous en parler. Donc, on a d'abord les facteurs intrinsèques hein, qui sont du coup à la personne même, en elle-même. Donc, tous les sens, la vision, l'audition, la proprioception, hein, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Les facteurs extrinsèques, ce qui va être l'aménagement inadapté, l'éclairage insuffisant, les obstacles dans la rue et éventuellement aussi la météo. Et il y a aussi les facteurs comportementaux, donc la peur de chuter pour certains, la sédentarité, donc la réduction de l'activité physique. Donc en tant qu'orthoptiste, notre rôle, c'est l'évaluation diagnostique. On va pouvoir la faire dans un bilan orthoptique basse vision ou neurovisuel selon les cas. La rééducation spécifique et on a aussi une partie de prévention et d'éducation thérapeutique. Je vais y revenir plus longuement. Donc tout d'abord, je vais vous parler des troubles visuels favorisant le risque de chute. Donc on va vraiment parler ici des pathologies oculaires spécifiques liées au vieillissement normal hein, du système visuel. Donc ça vous permettra, voilà, que ça fasse un petit peu tilt si vous rencontrez une personne qui a une de ces types de pathologies et qui peut se plaindre de chute, de se dire bon bah il y a peut-être une partie visuelle à traiter.
Donc l'ADMLA, hein, qui est la pathologie entre guillemets qu'on va plus rencontrer chez la personne âgée, qui est l'altération de la vision centrale. Donc la personne aura une perception des détails difficile, l'altération de la vision des couleurs et du contraste, et une vision globalement floue, ainsi que de l'éblouissement. On a aussi le glaucome, donc maladie du nerf optique, hein, souvent associée à une tension intraoculaire élevée, avec une perte progressive du champ visuel et une limitation à détecter les obstacles latéraux. On a aussi la rétinopathie diabétique, puisque le diabète atteint la rétine, avec une baisse d'acuité visuelle, une altération du champ visuel et de la sensibilité au contraste. On a d'autres facteurs de risque chez la personne âgée qui peuvent être les anomalies des paupières, hein, les paupières entre guillemets dites séniles, donc la paupière qui tombe, qui va réduire le champ visuel, et toutes les altérations, affections neurologiques telles que le Parkinson, les AVC, qui vont causer des troubles, des altérations du champ visuel, Alzheimer, et donc les troubles cognitifs aussi qui peuvent affecter le jugement, l'attention et la capacité à anticiper les dangers. Là, je vais vous parler du bilan orthoptique basse vision, ce qui va vraiment nous permettre d'aller détailler et surtout d'aller étudier les éventuels déficits visuels qui pourraient entraîner des chutes. Donc, on a toujours une anamnèse détaillée, hein, donc on revoit avec le patient le contexte global. On a des questionnaires sur le repérage des incapacités visuelles qui nous viennent du Canada, qui peuvent être aussi utilisés. Je vais vous présenter assez sommairement, en gros, le bilan orthoptique et ce que l'on va voir et tester. Donc, on commence toujours par un bilan sensoriel qui nous permet d'évaluer trois points principaux: l'acuité visuelle, l'orientation et la stabilisation du regard et le relief. Pourquoi? Si on a une altération sur ces trois éléments, on va avoir une mauvaise identification des obstacles, on va avoir une lecture erronée des informations environnementales, de la désorientation, une perte temporaire de la vision des détails, surtout lorsqu'on change de vision, c'est-à-dire le passage en vision de près, vision de loin, ou même d'une zone très lumineuse à une autre où il y en a moins de lumière. Ça peut vraiment désorienter. Et surtout, on fait l'acuité visuelle pour vérifier que la correction est bien adaptée. On va ensuite vérifier l'oculomotricité, donc c'est-à-dire vraiment les capacités motrices des yeux et la présence ou non d'un strabisme. Pourquoi? Parce que l'on peut repérer de la diplopie, donc de la vision double, qui peut intégrer fatigue visuelle, une instabilité et toujours ce phénomène de désorientation. On aura aussi une exploration visuelle qui peut être lente ou imprécise, donc un mauvais repérage dans l'environnement. Et surtout, le plus difficile, la difficulté à stabiliser le regard pendant le mouvement qui peut affecter l'équilibre et la coordination globale. On finit toujours par une évaluation fonctionnelle qui va vraiment répondre à la question de la mise en œuvre de la vision dans l'acquisition et la réalisation d'une tâche. On va pouvoir ici évaluer l'impact global de la vision sur les activités de la vie quotidienne et la mobilité de la personne. Ne pas oublier aussi, donc j'ai oublié de le dire peut-être au préalable, le bilan orthoptique est réalisé sur prescription médicale. Il y a aussi l'évaluation du champ visuel qui est assez importante. On oublie souvent parce que, comme je disais, dans certaines atteintes, notamment le glaucome, les DMLA et les amputations du champ visuel, comme on peut retrouver dans l'AVC, on a donc des rétrécissements qui empêchent de la détection des obstacles latéraux. On a des scotomes qui peuvent masquer les dangers et surtout, on peut avoir des risques de collision augmentés dans le champ atteint. Donc la prescription du champ visuel, moi, quand j'ai un bilan basse vision, je demande souvent, et donc mes prescripteurs ont l'habitude, de prescrire et le bilan et le champ visuel parce que c'est vraiment indissociable. Une fois que le bilan est réalisé, on va pouvoir donc rééduquer et réadapter le patient si cela est nécessaire. Donc, on va optimiser en basse vision donc la vision résiduelle, c'est-à-dire que on a des manques, on a des incapacités qui sont dues à une pathologie. On va permettre à la personne, avec son restant visuel, malgré tout, de pouvoir fixer et essayer de compenser lui-même les déficits. On va s'adapter, donc on va proposer des stratégies personnalisées pour aider la personne à maintenir l'autonomie
et la sécurité. Et il y a un entraînement qui on le fait lors de la rééducation avec l'utilisation d'aides optiques ou non optiques en fonction des besoins du patient. Je voulais vous parler aussi du forfait handicap sévère, le FOT, qui permet aux orthoptistes de se déplacer chez le patient qui présente une incapacité visuelle lors des séances de basse vision afin de sécuriser et d'évaluer son environnement domestique. Donc, on a plusieurs pôles, ça peut aller de l'aménagement du domicile, c'est-à-dire vérifier, améliorer les contrastes, optimiser l'éclairage, comme je disais avec les pathologies visuelles de la personne âgée, l'éclairage, l'éblouissement, les difficultés avec le contraste sont majorées, donc on a vraiment besoin d'avoir un éclairage spécifique et personnalisé. Et aussi, on peut aller jusqu'à organiser un petit peu stratégiquement le domicile en proposant des rangements qui facilitent le repérage, bien dégager les cheminements afin qu'il n'y ait pas de chute au domicile et surtout sensibiliser aussi l'entourage parce que la vision, c'est assez particulier. Tant qu'on n'est pas en situation de malvision, on ne peut pas vraiment comprendre ce que la personne vit. Donc souvent, on va utiliser des lunettes de simulation aussi pour montrer à l'entourage ce que la personne voit concrètement et pourquoi il y a des incapacités ponctuelles ou fréquentes. Et pour terminer, je voulais vous parler donc de la collaboration interprofessionnelle dans le repérage des chutes et des troubles visuels. Donc nous, essentiellement, on va travailler avec les ophtalmologistes puisque c'est souvent eux qui nous adressent en partie, mais surtout les patients. On vérifie bien avec eux que la correction est adaptée. Et ils vont pouvoir réaliser surtout le diagnostic médical de la pathologie visuelle concernée. On travaille aussi beaucoup avec les médecins, généralistes, gériatres. Ils sont aussi là pour le repérage et l'adressage de ces patients à risque. On va travailler aussi souvent avec les podologues, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi au niveau des capteurs de l'équilibre et de la stabilité, on peut avoir des difficultés au niveau des pieds, un soin des pieds inadéquat, le chaussage qui est inadapté. Voilà, on peut renforcer avec des orthèses plantaires. Et pour terminer, on travaille aussi beaucoup avec les kinésithérapeutes, donc pour la rééducation de l'équilibre, la marche, le renforcement musculaire. On peut avoir une prise en charge à quatre mains aussi pour tout ce qui fait partie des troubles visio-vestibulaires. Et surtout, on peut être aussi amené, comme dit tout à l'heure, à parler de sport adapté, puisqu'effectivement, la sédentarité aussi est source de chute. Et voilà pour ma partie. Parfait, merci beaucoup Léa, merci pour cette présentation. On va pouvoir passer à la suivante, qui est celle de Bertrand, qui est podologue. Bertrand. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis donc Bertrand Picon, pédicure podologue. J'ai également passé un diplôme universitaire en douleur chronique et posturologie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le rôle du pédicure podologue libéral dans la prévention des chutes à partir d'une expérimentation de l'URPS Podologue Île-de-France, publiée en 2023, dont je fais partie. Alors, la chute, c'est un enjeu de santé publique. La chute est un événement fréquent, grave et évitable. Chaque année, en France, nous recensons plus de 2 millions de chutes chez la personne âgée qui entraînent plus de 100 000 hospitalisations avec plus de 9 300 décès. Et comme nous l'avons vu sur le premier PowerPoint, environ une personne sur trois de plus de 65 ans et plus chute chaque année. Ça, c'est une statistique qui date de 2022. Alors, moi, je trouve ça vraiment très intéressant et je suis très heureux de vous présenter ce PowerPoint parce qu'en arrivant en troisième position, on voit bien qu'il y a un enjeu pluriprofessionnel. Et à chaque fois, on parle bien du capteur visuel, du capteur vestibulaire et également du capteur synesthésique. Donc, ça montre bien que toutes les professions de la rééducation doivent être autour du patient pour prévenir les chutes chez les patients. Alors, pourquoi le podologue? Il y a déjà eu des choses dites avant, mais on va quand même le répéter. L'équilibre se construit depuis le sol et le pied est un capteur postural majeur qui influence la statique, la dynamique et donc l'équilibre global. Alors, l'expérimentation de l'URPS
La jeunesse du projet, c'était un constat donc avant 2023 et en 2023 que le pied était un grand oublié des stratégies de prévention et l'objectif était de mesurer l'impact podologique sur l'équilibre. Le lancement et ce projet a été porté par l'URPS Podologue Île-de-France avec le concours de l'ARS au travers d'un CEPOM, donc d'une convention et d'un financement régional. L'étude et l'expérimentation a connu 3 phases. Une première qui a été une phase de préparation, où il a fallu recruter des pédicures podologues qui étaient intéressés par le projet, les former sur un bilan podogériatrique pour l'étude et faire de la communication auprès des médecins et des autres professionnels de santé pour pouvoir avoir suffisamment de patients dans une expérimentation que nous souhaitions publier en article scientifique. La deuxième phase, c'était bien entendu l'expérimentation elle-même. Et la troisième phase de cette expérimentation était la rédaction de l'article scientifique. Donc l'article s'intitule Prise en charge de la prévention des chutes de la personne âgée par le pédicure podologue et les auteurs étaient Monsieur Geoffrey Citron, Mademoiselle Roxane Agius et moi-même. Donc je vais vous présenter le résumé et en rentrant dans certains détails de cette étude-là, quelques tests qui vont être importants, mais également par d'autres professionnels de santé. Donc, la prise en charge de la personne âgée est un enjeu de santé publique et dans ce cadre, le rôle et la coordination des professionnels de santé est primordial. L'objectif de l'étude était de mettre en évidence le rôle du pédicure podologue libéral à partir d'indicateurs et à partir d'un bilan podogériatrique élaboré spécifiquement pour cette étude-là. La méthode, sur une période de 18 mois environ, tous les patients âgés de plus de 65 ans qui étaient reçus par un professionnel de santé quel qu'il soit, mais en relation avec un podologue, ou par le podologue lui-même, et un patient qui présentait un temps d'appui unipodal inférieur à 10 secondes sur au moins un des deux pieds pouvait être inclus. Le pédicure podologue réalisait à ce moment-là en cabinet libéral des tests podogériatriques selon le protocole standardisé, répété 3 fois à T0, T1, T2, 2 fois avant la mise en place de la proposition thérapeutique et 1 fois après, pour pouvoir évaluer. Donc voilà, un petit rappel sur la méthodologie. Un patient de plus de 65 ans, un temps d'appui inférieur à 10 secondes sur un des deux pieds. En cabinet, un bilan podologique plus un bilan pédicural ainsi qu'un questionnaire. Et enfin, les 3 temps, T0, T1, T2, qui sont des temps avec 1 mois d'intervalle à chaque fois. Le résultat, 43 patients qui ont participé à l'étude. Aucun changement significatif n'a été relevé en ce qui concerne les résultats du bilan et du questionnaire entre T0 et T1 avec un moment d'intervalle sans proposition thérapeutique. Donc le patient servait de référent également. À T0, on faisait le bilan. À T1, 1 mois après, comme il n'y avait pas eu de proposition thérapeutique, il existe T1 et T2 pour tous les critères de jugement, à l'exception des résultats du test Walking and Talking Test et du Functional Reach Test après la mise en place de la proposition thérapeutique. Alors, le Walking and Talking Test, c'est un test où vous faites marcher le patient sur 6 mètres. Au bout de 6 mètres, il revient avec une tâche cognitive et il doit le faire en moins de 30 secondes. Et le Functional Reach Test, c'est un test où vous avez le mur, le patient qui est perpendiculaire au mur, qui a les 2 talons posés collés au sol. Euh, avec une réglette pour mesurer la distance, on lui demande de mettre la main au niveau de l'épaule et de se projeter vers l'avant sans quitter le sol avec les talons. Et à partir de là, on faisait une moyenne des 3 thèses. Donc ces 2-là étaient moins intéressants, mais intéressants quand même tout de même. Notre étude a donc mis en lumière un effet positif de la prise en charge par le pédicure podologue libéral sur certains indicateurs du risque de chute de la personne âgée. Donc le temps d'appui unipodal, le test d'antépulsion passif, l'épreuve du posturodynamique et l'index fonctionnel du pied. Dans cette étude, les pédicures podologues avaient toute l'attitude pour les traitements et donc faisaient un traitement plutôt global pour coller au plus proche de l'exercice libéral du professionnel. Alors, j'arrive là au bilan podogériatrique. Donc, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Nous avions donc une première page avec le nom, prénom, date de naissance, le médecin traitant, le recueil du consentement du patient, les dates et le nombre de chutes qui pouvaient avoir eu lieu avant, un rappel des critères d'inclusion et également les critères d'exclusion qui nous ont fait enlever pas mal de patients. Et donc, la cohorte s'est terminée à 43 patients parce qu'on excluait tout traitement kiné, ostéo, méso pour la durée de l'expérimentation, toutes les pathologies algiques où le patient ne pouvait attendre de traitement, les pathologies neurologiques et les interventions chirurgicales. Pourquoi? Parce que notre objectif était de montrer le rôle du pédicure podologue
Et donc, nous voulions enlever tous les facteurs qui pouvaient gommer un petit peu ou brouiller les pistes pour savoir si le bilan et les appareillages étaient efficaces ou pas. Nous avions une petite note pour la pluridisciplinarité, donc avec une entrée alimentaire pour une orientation nutritionniste à partir de l'IMC, une entrée musculaire et de coordination pour une orientation kiné, avec une question et une épreuve, davantage de fatigue pour les mêmes efforts quotidiens, une épreuve du sit to stand, donc de 10 relevés enchaînés en moins de 19 secondes, et également, est-ce qu'il y avait le port d'appareillage visuel auditif dentaire pour orienter vers orthopsie, ophtalmo, ORL ou chez les dentistes si on voyait une problématique qui pouvait perturber. Alors, le cœur du sujet, c'est l'ensemble des tests. Là, vous pouvez voir deux grands tableaux, un tableau A et un tableau B. Le tableau B correspondait plutôt à tout ce qui est pédicurie, donc le bilan inguéal, le bilan cutané, les dysmorphoses au niveau du pied, la sensibilité cutanée superficielle, donc avec le monofilament, les conseils de chaussage, un item artériel avec le pouls tibial postérieur, et surtout ce qui va nous intéresser également, donc tout le côté podologique que l'on a retrouvé dans les deux présentations un petit peu précédentes en parlant de la somesthésie. Donc le premier test, c'était un test d'appui unipodal, pied gauche, pied droit. Le walking and talking test, dont je vous ai parlé précédemment, le test d'antépulsion actif et le test d'antépulsion passive. Donc ça, ce sont deux tests qui permettent de vérifier s'il y a une équilibration à partir de la hanche ou de la cheville, en sachant que s'il y a une équilibration à partir de la hanche, il y a une augmentation du risque de chute. Ce test se pratique de manière très très simple. Je vais vous décrire le test d'antépulsion passif. Vous mettez donc le patient debout, pied légèrement écarté, regard vers l'horizon, bras ballants. Vous mettez une main antérieure en avant du ventre pour prévenir tout risque de chute quand même, et une main en dessous des omoplates pour faire une petite poussée. La poussée est très légère et le thérapeute observe si le patient se rééquilibre à partir de la hanche ou si il se rééquilibre bien à partir des chevilles et du pied. Le test suivant, c'était le Functional Reach Test, donc très axé sur Sol Mousse, dont on a un peu entendu parler avec la posturographie dans le premier PowerPoint. Le posturodynamique correspond à l'inclinaison du patient. Donc, le patient est debout, pieds légèrement écartés, bras ballants, et on lui demande de faire une inclinaison latérale de la tête puis du buste. Et il est attendu pour la colonne cervicale une inclinaison pure sans rotation et pour la colonne dorsale et lombaire une rotation contralatérale à l'inclinaison. Ce test se fait d'abord sur sol dur, ensuite avec une petite mousse, puisque la mousse anesthésie les capteurs de pression de la plante du pied. Et si le score du posturodynamique sur sol mousse est amélioré par rapport au sol dur, cela montre que le pied entraîne une problématique qui va se répercuter, enfin, présente une problématique qui se répercute sur l'ensemble du système postural. Alors, la page d'après, c'était tout simplement la description des cotations pour les podologues pour qu'ils puissent s'en rappeler et y revenir le cas échéant. Et ensuite, nous avions un questionnaire, l'indice fonctionnel du pied, qui provient du CHU de Clermont-Ferrand, donc qui est un questionnaire qui a été validé. 3 items importants, l'échelle de la douleur, l'échelle de l'incapacité fonctionnelle et l'échelle des activités limitées. Dans l'échelle de la douleur, nous avions par exemple comme question quelle était l'intensité de votre douleur au pied lorsque vous restiez debout pieds nus. Et à contrario, nous avions également la question pour les bilans ultérieurs, quelle était l'intensité de votre douleur au pied lorsque vous marchiez avec semelle orthopédique. Dans l'incapacité fonctionnelle, quel degré de difficulté aviez-vous pour monter les escaliers, par exemple, et sur les activités limitées, dans quelle mesure étiez-vous contraint d'utiliser une aide de marche? Voilà, ça c'était un questionnaire avec 230 points, et l'objectif était bien entendu de réduire ce nombre de points. Et enfin, nous avions la dernière page qui correspond aux propositions thérapeutiques avec le total du scoring du tableau A puis du tableau B. Et nous avions demandé donc aux podologues de préciser quels étaient le traitement qu'ils avaient mis en place à partir de T1. Donc pour les orthèses plantaires, à base plate ou base thermoformée, les orthoplasties qui sont des petits appareillages moulés au niveau des orteils, les orthonixies qui permettent de modifier la courbure de l'ongle,
et les conseils, changement de chaussures, changement de chaussons et les orientations que nous avions vues. Voilà, cela, c'était le bilan podogériatrique que l'on peut faire facilement en cabinet libéral. Donc, les tests principaux correspondaient au test d'appui unipodal, le test d'antépulsion actif-passif, le Functional Reach Test, le Romberg modifié, l'épreuve du posturodynamique, qui sont tous des tests qui ont été validés et reproductifs. C'est pour cela que nous les avons utilisés dans cette étude-là. Et ce sont des tests très simples à mettre en place en cabinet libéral, que ce soit un cabinet de podologie ou un autre cabinet, orthoptiste ou kiné. Tout se fait en clinique. Alors, l'interprétation ensuite de chaque test, j'en ai repris quelques-uns, pour rappeler le rapport avec le risque de chute. Le test de station simple en unipodal, plus le temps de station sur un pied est faible, plus le risque de chute est élevé. Le test de Romberg modifié, qui est un test de station debout sur les deux pieds sur une mousse de 8 cm d'épaisseur. Et si la personne tient moins de 30 secondes, le risque de chute est doublé chez les patients âgés de 40 ans et plus. Le test d'antépulsion passif, donc qui permet de vérifier si nous avons une stratégie de hanche ou de cheville, avec un risque de chute qui est accru en cas de stratégie de hanche. Et le test posturodynamique, donc où on précise la mousse et un rappel, la mousse permet de créer une anesthésie des capteurs plantaires, mettant donc en évidence le rôle du pied dans la présence ou non des dysfonctions. Pour ceux qui voudront le PowerPoint, j'ai intégré les références de chacun de ces tests. Alors, dans les résultats principaux, nous avons dit amélioration significative entre T1 et T2, donc à partir du moment où le patient a le plan d'appareillage proposé par le podologue ou les soins de pédicurie. Donc, un temps d'appui unipodal, le temps qui avait été augmenté, donc un risque de chute réduit. Un test d'antépulsion passif qui montre que la stratégie de hanche est diminuée au bénéfice une stratégie de cheville, le test du posturodynamique qui permet de voir que le capteur podal est plus efficient pour l'équilibre postural, et l'index fonctionnel du pied avec un score en diminution qui montre une amélioration sur l'échelle de la douleur, de l'incapacité fonctionnelle ou des activités limitées. La conclusion de ces tests-là, le soin podologique améliore bien la stabilité et la proprioception. Dans les traitements proposés par les pédicures podologues, nous avons donc eu principalement les soins de pédicurie plus les semelles orthopédiques à hauteur de 58% des traitements proposés et également les soins de pédicurie plus semelles orthopédiques plus les orthoplasties, 19% des traitements proposés. Et donc l'orthoplastie, c'est le petit appareillage moulé autour des orteils que l'on peut voir sur la photo à gauche. Donc mieux s'appuyer, c'est moins chuter et l'intervention podologique influence directement l'équilibre du patient âgé. Donc, dans les perspectives, nous étions en cohérence avec le plan régional de santé et les objectifs de l'ARS. Un essaimage interprofessionnel extrêmement facile à mettre en place et qui commence à se mettre en place un petit peu partout. On l'a bien vu là, précédemment avec nos confrères. Mais également, nous avons également présenté un poster à la SOFPEL à Lille, donc la Société francophone posture, équilibre et locomotion. Nous avons ensuite donc publié le 19 juin 2023 dans la revue de gériatrie cet article et cette étude scientifique. Et enfin, nous avons distribué à l'ensemble des pédicures podologues de la région Île-de-France un poster à destination des salles d'attente intitulé « Avez-vous des troubles de l'équilibre ?» pour provoquer la discussion et l'échange entre les patients et les podologues avant leur consultation ou après leur consultation. En conclusion, une prise en charge simple et reproductible en cabinet libéral, un impact mesurable sur la stabilité, une intégration logique dans le parcours gériatrique. Conclusion de notre étude et de notre article. Souvent moins identifié dans les parcours de soins, le pédicure podologue joue pourtant un rôle clé dans la prévention des chutes et le maintien de l'autonomie. Sa collaboration avec les autres professionnels de santé renforce la cohérence et la continuité de la prise en charge du patient. Et en passant en troisième position, je viens rajouter voilà, le côté pédicure podologue au côté kiné orthoptiste avant de laisser la parole à l'intervenant suivant. Merci de votre attention. Merci Bertrand pour cette intervention. On va pouvoir passer en effet à l'intervention suivante et la dernière intervention. Donc Isabelle, je vous laisse partager votre écran. Bonjour à tous. Alors, nous allons vous présenter le parcours de soins, repérage et prise en charge de la fragilité motrice de la personne âgée mis en place par la CPTS Paris 9
avec un certain nombre de partenaires. Je vais d'abord peut-être vous rappeler brièvement, pour ceux qui ne le savent pas, ce que sont les CPTS, donc Communautés professionnelles territoriales de santé, avec 6 missions, 4 missions obligatoires au niveau d'un territoire, donc en l'occurrence le 9e arrondissement de Paris, favoriser l'accès aux soins des habitants du territoire, notamment on est dans les personnes à trouver un médecin traitant, entre autres choses, mettre en place des parcours pluriprofessionnels de soins autour d'un patient pour éviter les ruptures de soins, d'où le parcours que nous allons vous présenter, mettre en place des actions de prévention et dépistage pour les habitants de l'arrondissement, contribuer à la réponse aux crises sanitaires en cas de déclenchement d'une crise sanitaire, et 2 missions complémentaires facultatives qui sont de renforcer la qualité et la pertinence des soins en mettant en place des sessions d'échange pluridisciplinaires, des sessions de formation à destination des professionnels de santé. Et dernière mission, l'accompagnement des professionnels de santé, aussi bien du point de vue de l'installation, par exemple, au regard des problématiques de pénurie d'un certain nombre de professionnels dans de nombreux territoires de France. Et deuxième mission, un accompagnement plutôt à la santé psychologique des soignants. Voilà, donc je ne vous donne pas en détail toutes les missions qu'on a pu mettre en place à ce sujet et qui sont parfois un petit peu variables d'une CPTS à l'autre, notamment s'agissant des parcours. Donc on va vous parler de ce parcours de repérage et de prise en charge de la fragilité motrice du sujet âgé de plus de 65 ans. Cette mission, ce parcours s'inscrit au titre de 3 des missions que je viens de vous présenter. Il s'agit de favoriser l'accès aux soins et vous verrez pourquoi, notamment parce qu'on est là pour aider les gens qui n'en ont pas à trouver un médecin traitant. Le parcours de soins, puisque c'en est un. Et puis aussi une mission prévention, puisque en fait, le parcours s'adresse à des gens qui sont en fragilité motrice ou qui sont en risque de le devenir. Donc on est bien aussi au titre de la mission prévention des CPTS. Il a donné lieu à la réflexion d'un groupe de travail de professionnels de santé pendant 18 mois. Euh, il implique un certain nombre de partenaires qu'on va vous détailler. On est 3 à vous présenter aujourd'hui. Il est expérimenté sur le 9e depuis un an et déjà de nombreux CPTS, en particulier de Paris, travaillent à le mettre en place également de leur côté. Il y a au moins 4 CPTS parisiennes qui le mettent en place à la suite de notre expérimentation avec des variantes, mais voilà. Et c'est un parcours qui, dès le départ, a été conçu comme un e-parcours. Euh, et c'est pour ça que j'ai demandé à Idir Raknouch d'être avec nous aujourd'hui pour vous le présenter, puisqu'il est chef de projet e-parcours pour une partie de la ville de Paris. Et il va vous expliquer comment, dès le départ, ce projet et ce parcours est complètement digital. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Lisa, qui est à mes côtés, qui travaille sur les parcours de soins. Et alors, il va peut-être y avoir quelques redites par rapport aux présentations précédentes, mais voilà, on voulait vous parler de la chute et de la fragilité que ça génère. Donc, comme ça a été dit précédemment, la chute et la fragilité, globalement, c'est un enjeu majeur puisque ça a d'énormes conséquences sur la santé, avec des risques accrus d'hospitalisation, avec des patients enfin, qui pour la plupart perdre leur autonomie, avec des risques d'augmentation de la mortalité chez la plupart des patients, avec une réduction de la qualité de vie et bien sûr des risques d'institutionnalisation par la suite. Sans oublier les coûts économiques, enfin le coût économique global au niveau du système de soins qui influe beaucoup. Et donc, pour pallier à ce cercle vicieux de la fragilité des personnes âgées, l'intérêt du sport et de l'activité physique adaptée a vraiment été prouvé. C'est-à-dire il a été prouvé que la mise en place de l'activité physique adaptée
le plus tôt possible chez ces patients de plus de 65 ans vont permettre une réduction du risque de la mortalité, mais également des chutes et prévenir l'autonomie avec le maintien à domicile des personnes fragiles. Et donc, ça va également favoriser euh, plein d'autres maladies et donc les retarder le plus possible en prévenant au mieux la fragilité. Donc, les objectifs du parcours fragilité motrice qui a été mis en place par la CPTS Paris 9, ça va s'articuler autour de quatre objectifs principaux. Donc, ça va être le premier temps, ça va être de repérer les personnes fragiles. Ensuite, par le médecin traitant, d'évaluer et d'orienter le patient. Et ensuite, il va avoir des évaluations plus approfondies par des partenaires que IDIR vous présentera par la suite. Et pour, in fine, améliorer la prise en charge du patient de manière personnalisée. Alors, je vais laisser la parole à Idir pour vous présenter le logigramme du parcours qui paraît comme ça assez abscon, mais qui est en fait assez simple. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Alors, je suis Diacnu, je suis chef de projet numérique sur le territoire nord-est. Alors, ce parcours-là, c'est un parcours qui s'articule en quatre grosses étapes. Donc, on a une étape de dépistage, une autre de prescription, une autre d'évaluation et enfin, une étape de prise en charge. Alors, tout se passe dès le début à l'étape de dépistage, où là, tout type de professionnels de santé ou structure, que ce soit médico-social ou social, peuvent réaliser un test. Donc, c'est un test qui a été réalisé par les professionnels de la CPTS 9. Donc, un test qui reprend le TUAG, le Times Up and Go, et quelques questions d'antécédents de chute. À la suite du coup de ce test-là peut être réalisé au domicile ou en cabinet. Donc le professionnel de santé, donc qui peut être infirmier, kiné, orthoptiste, orthophoniste, pharmacien, peut réaliser ce test-là. Donc tout d'abord, il va prendre les coordonnées du coup du professionnel du patient, donc notamment son médecin traitant, s'il y en a un, les coordonnées du patient. Et une fois qu'il a réalisé ce test-là, il va l'envoyer à une facilitatrice de parcours. Donc la CPTS 9 a la chance d'avoir une facilitatrice de parcours qui a vraiment un rôle de coordination au sein de la CPTS. Donc la facilitatrice va recevoir ce test-là par voie sécurisée, donc messagerie sécurisée de santé, et va commencer à créer un dossier de coordination pour avoir toutes les informations du patient. Va l'inclure dans une liste, ajouter du coup tous les éléments qui étaient dans le test. Et à la suite de ce test-là, il peut être positif ou négatif. Donc, s'il est négatif, là, ça ne requiert pas de soins médicaux. Donc, on est plus sur dans la prévention. Donc, la facilitatrice va orienter le patient directement vers des structures d'APA partenaires. Donc, la CPTS 9 a eu la chance de contractualiser avec plusieurs associations d'activités physiques adaptées. On a Initiactive, Ciel Bleu qui est en partenariat avec le PRIF, ou la Maison Sport Santé Curial qui est dans le 19e, mais qui est la seule proche du 9e. Si le test est positif, là, ça requiert plus de soins médicaux. Du coup, la facilitatrice va orienter le patient vers son médecin traitant. Si le patient n'a pas de médecin traitant, donc là, va essayer de chercher du coup un médecin traitant pour ce patient-là. Ce médecin traitant donc, va faire une évaluation et va prescrire des soins vers quatre types d'évaluateurs. Donc là, on est à l'étape de l'évaluation. Donc comme vous pouvez voir, il y a quatre types d'évaluateurs. Donc c'est des partenaires de la CPTS 9. Donc c'est des personnes qui ont monté aussi ce projet-là. Donc on va retrouver la Maison Sport Santé Curial. On va retrouver des kinés du 9e arrondissement. Et on va retrouver deux équipes de l'hôpital Lariboisière-Fernand Vidal. Donc on a l'équipe mobile d'expertise et de réadaptation et l'équipe de la consultation gériatrique, qui est en lien avec l'hôpital de jour gériatrique. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau des évaluations, on a un crescendo de couleurs, donc ce qui correspond à la fragilité de la personne. Donc, ça sera vraiment le médecin traitant qui va déterminer vers qui l'orienter. À chaque étape, enfin à chaque évaluateur, la CPTS 9 a réalisé des ordonnances types, donc pour faciliter le travail du médecin traitant. Donc, le médecin traitant pourra prendre ces ordonnances-là et orienter assez rapidement. Alors, comme vous avez pu voir au niveau de l'outil, à chaque étape, le professionnel de santé pourra visualiser ce que le médecin a fait ou mettre des documents comme des comptes rendus sur l'outil. Le but de l'outil est vraiment d'éviter les ruptures de parcours et de suivre l'étape du patient à chaque étape. Donc, au niveau de l'évaluation, la prise en charge peut s'arrêter à ce niveau-là si les évaluateurs trouvent que cette étape-là est suffisante.
Ou sinon, le patient peut être orienté vers d'autres professionnels de ville, donc toujours via la facilitatrice de parcours. Donc on peut retrouver des kinésithérapeutes, des podologues, des ergots ou des psychomotes. Ou sinon, la seule subtilité, c'est au niveau de l'hôpital Lariboisière, qui peuvent orienter aussi vers un circuit gym de l'hôpital Fernand Vidal. Donc, c'est vraiment un circuit gym qui est destiné aux personnes âgées, avec des machines de musculation vraiment façonnées pour les personnes âgées. On a la chance d'avoir cette équipe-là sur notre territoire, sur Lariboisière. Et là, la consultation gériatrique peut orienter vers cette équipe-là. Ou bien la facilitatrice peut orienter vers des structures d'APA si l'évaluateur trouve que c'est nécessaire de faire des séances d'activité physique. Voilà grosso modo pour le parcours de santé qui a été défini assez rapidement. Donc, ce parcours de santé, il est organisé pour les personnes de plus de 65 ans. Il a donc les deux dimensions, prévention et prise en charge adaptée, selon le niveau de gravité de la fragilité motrice. Tout à fait. Et on est surtout sur un parcours ville-hôpital où on va Oui. retrouver l'hôpital et du coup des professionnels de ville. Et à chaque étape, du coup, c'est vraiment des partenariats qui ont été liés où il n'y a pas d'attente sur la prise de rendez-vous, sur l'orientation. Vraiment, la CPTS prend en charge Mm. l'orientation assez rapidement pour le patient. Ce qu'on n'a pas précisé, je reviens en arrière, excusez-nous, c'est le rôle de l'équipe mobile d'expertise en réadaptation, qui est une équipe mobile qui se déplace au domicile des personnes âgées pour évaluer les aménagements qu'il est important de faire ou possible de faire. Et les prérequis de ce parcours-là, pour mettre en place ce parcours, donc la CPTS a décidé d'intégrer trois prérequis indispensables. Donc, être adhérent de la CPTS 9 et exercer sur le territoire du 9e arrondissement et être équipé de deux outils numériques, donc la messagerie sécurisée de santé pour transmettre les données patients à la CPTS de façon sécurisée et l'outil de coordination pour vraiment faciliter l'échange de données, que ce soit des documents ou des informations entre tous ces acteurs de santé. Et on utilise du coup l'outil de coordination régionale qui est Centennial. Tu veux en dire deux mots de plus Sur de Centennial. l'outil? Donc la messagerie sécurisée de santé, je pense que Ok, du ça c'est coup, bon. je pense qu'aujourd'hui tout le monde a connaissance Mm. de la messagerie et Centennial, donc c'est l'outil de coordination régionale e-parcours d'Île-de-France. C'est un outil mis en place par l'Agence régionale de santé est mis à disposition pour tous les professionnels de santé. Et l'idée de cet outil-là est vraiment de faciliter la prise en charge coordonnée des patients entre tous les acteurs de santé, que ce soit du sanitaire, du médico-social et du social. Et c'est un outil qui est entièrement gratuit, qui respecte du coup un peu toutes les normes RGPD et qui est conforme aux données de santé. Et qui a l'énorme avantage pour la région Île-de-France d'être connecté au système Orbis de la PHP. Tout à fait. Ce qui fait il est encore assez récent puisqu'il a un an d'existence, mais il va se développer assez rapidement parce qu'il a aussi cet avantage-là. Tout Ce à qui fait. permet de voir tout ce qui touche aux patients en fonction de différents systèmes d'habilitation. Exactement. Et ce qui est plutôt génial avec ce parcours, c'est que comme disait Isabelle, il est connecté à Orbis, donc on a les flux de mouvement, donc les entrées et sorties d'hospitalisation. Donc la facilitatrice de parcours a des notifications si le patient est entré à l'hôpital ou sorti de l'hôpital, et aussi des flux de documents, que ce soit des comptes rendus ou des ordonnances qui sont envoyées automatiquement sur l'outil. Voilà, à titre d'information, je fais une petite promotion sur l'outil. Chaque territoire d'Île-de-France a un chef de projet e-santé, un peu comme moi, qui peut vous accompagner à l'adaptation de cet outil-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, on vous a mis, juste pour information, les flyers. On en a un à destination des patients et un, euh, je ne sais pas s'il est après, voilà, à destination des médecins, en expliquant les différentes étapes du parcours et les partenariats qui ont été noués. Et puis, il est prévu une indemnisation des professionnels de santé afin de les motiver aux différentes étapes du parcours pour faire inclure des patients dans le parcours.
Voilà, on vous a mis nos coordonnées. Si certains veulent des informations complémentaires, comme nous vous l'avions dit au départ, le parcours aujourd'hui fait des émules puisque plusieurs autres CPTS sont en train de mettre des choses très approchantes et qu'on leur explique un petit peu comment on a fonctionné nous-mêmes. Merci pour votre attention. Merci à vous trois pour cette présentation. Et merci plus globalement à tous les intervenants aujourd'hui pour ce webinaire. On va pouvoir passer aux questions. Pour le moment, je vois qu'il n'y en a pas. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vraiment, l'ensemble des intervenants est là pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. Une première question qui demande si vous utilisez iCop. Est-ce que vous y avez pensé ou non et est-ce que vous connaissez iCop? Oui, on connaît ICOP, mais on ne l'a pas utilisé directement. Il a- Le groupe il- de travail a souhaité mettre en place un parcours qui était propre à la CPTS et aux différents professionnels de santé du territoire. Il Pour s'agissait cette, d'avoir un parcours de proximité vraiment avec C'est l'hôpital ça. et Mm, les professionnels de ville vraiment liés au territoire du 9e. mm. Oui, au niveau de l'APTA, on a pensé à iCup, mais pas sur ce parcours-là, plutôt sur un parcours de maintien à domicile de la personne âgée, avec une évaluation un peu plus globale, enfin générale, vraiment sur l'évaluation pour le maintien à domicile, mais pas forcément sur la chute. Merci pour vos réponses. Donc, merci à tous les intervenants pour vos interventions qui ont été très complètes. Merci pour votre disponibilité. Merci également à tous les spectateurs d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci à Merci. vous Au et bonne revoir. journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.